Mes compatriotes, bienvenue à vous et bon retour à ceux qui me connaissaient déjà. Nico, fondateur du jésuitisme, toujours enchanté de rencontrer de nouvelles personnes. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. Alors nous avons expliqué dernièrement que l'être humain, donc l'homme, n'est pas issu de la famille du singe. Ils ont été procréés à partir des organismes contenant à quelques chiffres près les mêmes informations et aussi ces organismes proviennent d'une même substance. Ce sont les cellules qui ont ce grand rôle dans le développement de l'être vivant. Aujourd'hui, nous sommes les protagonistes de cette belle petite planète bleue. Comme je l'ai dit avant, pour moi, la planète représente un cercle avec au milieu, au centre, un point de rassemblement. Ce cercle est partagé en 4 parts. Dans chaque part, il y a un peuple, dont les citoyens individus sont issus de la même ethnie. Mais en même temps, je peux me servir d'une pendule à la place du cercle. C'est en plus beaucoup plus avantageux pour vous faire comprendre, si vous voulez, là où je veux en venir. Avec ma pendule, je vais placer des groupes ethniques, chacun à sa place. Par exemple, nous connaissons le rôle de notre planète concernant sa rotation et l'influence que ça a dans notre environnement. Pour faire bref, 6 heures du matin, le soleil s'apprête à se lever. Alors, entre parenthèses, on ne prend pas compte des saisons, ok les amis, on va dire que c'est l'été, ou mieux encore. Prenons la source du commencement, qui est censée être l'Afrique, selon la science, hein, bien sûr. Et c'est encore mieux pour cet exemple. En Afrique, le soleil se lève à 6 heures. Puis il fait le tour de la planète pour se coucher à l'opposé. Sa trajectoire prend un chemin circulaire. Le commencement jusqu'à la fin. On peut l'interpréter ainsi. Au lever, la température va monter, mais la fraîcheur y est encore présente. Je vais y mettre soit ce peuple asiatique, soit ce peuple européen. Allez, j'y mets le peuple européen. Je le place dans la part plutôt, qui se limite à 9 heures. Ensuite, en second, j'y mets le peuple asiatique jusqu'à 12 heures. Au suivant, le peuple indien jusqu'à 3 heures. Puis pour finir, le peuple subsaharien. Logique, puisque en fin de journée, ce peuple a pu emmagasiner plus de mélanine. On y voit aussi le cycle pragmatique de la coloration de la peau par la mélanine. Si on imaginait un seul peuple traverser tout ce cycle en l'espace de 12 heures. Ensuite, je prends par exemple ces 4 parts et je les partage à nouveau. Et donc j'obtiens 8 parts. Maintenant, dans la partie où se trouve le peuple indien, et que j'ai divisé en deux, comme toutes les autres, l'une des 2 parts, la plus proche de la part où j'y ai installé les subsahariens, à l'intérieur, une partie du peuple entrera en contact avec une partie du peuple subsaharien, qui se trouve à l'intérieur de la part la plus proche. Pareil pour la partie proche de celle où j'y ai mis les Asiatiques, et ainsi de suite. Donc, de ces 4 peuples, j'en ai sorti d'autres. On continuera dans le thème les différents types d'hommes. Je voulais seulement appuyer sur le fait que nous prenons aussi ce chemin d'expansivité. Premièrement, les amis, sachez que nous sommes physiquement différents des premiers êtres humains. Alors, physiquement, pas vraiment, mais disons que la physionomie se distingue de la nôtre. Il y a eu tout de même une période d'adaptation à l'environnement et au climat, et nous savons que tous ces événements climatiques, hein, bien sûr, ont des répercussions sur notre corps, sur notre physique. Et si on prend compte que les premiers couples humains procréent à partir d'un patrimoine génétique quasi similaire, identique, euh, je ferai une courte explication, si vous voulez, sur l'ADN et les chromosomes. C'est important à connaître, chers amis, et puis ça complétera déjà ce thème, donc ce sujet. Donc ce premier couple a forcément dû engendrer des enfants comportant des aspects physiologiques qui diffèrent des parents. Et oui, la consanguinité. Bien sûr, il se pourrait que le degré de consanguinité soit différent chez la progéniture. Mais il se pourrait aussi que ce premier couple avait un patrimoine génétique assez éloigné. Enfin, vous m'avez compris, pour engendrer des enfants en bonne santé. Mais là encore, c'est encore plus ambigu. Pourquoi? Parce que si on en croit les interprétations scientifiques par la 3D, donc imaginez à partir des fossiles retrouvés, physiquement, on y voit une légère différence entre l'homme actuel, surtout quand on analyse la position dorsale. Et bien sûr, anticipant ensemble que ces premiers hommes ne vivaient pas dans un confort semblable au nôtre. Par exemple, qu'ils devaient forcément présenter des séquelles physiques. Mes chers amis et compatriotes, on a vu dans la partie 1 que les humains étaient les seuls spécimens vulnérables à la consanguinité. Même les singes ne rencontrent pas ce genre de problème. Mais l'homme a un sacré passé avec la consanguinité. C'est à partir des premiers hommes qu'on retrouvera des cas de consanguinité jusqu'à
plusieurs générations. En tout cas, on y trouvait encore des traces sur plusieurs générations. Et ce qui va influencer les traits physiques, en plus du milieu environnemental dans lequel ils étaient rattachés, le climat, le rythme de vie, etc. On en reparlera de toute manière. Alors les amis, n'écoutez pas les gens qui disent que la consanguinité provoque forcément des conséquences graves. Ce n'est pas vrai. Il y a un degré de consanguinité qui paraît évident lorsqu'on compare ces différents cas de consanguinité. En revanche, il y a d'autres facteurs à examiner comme l'état de santé des parents. Alors, avant de continuer, chers amis, sachez qu'il y a eu une étude bien supervisée à ce sujet où on a pu aller directement sur le terrain pour voir si les statistiques et témoignages scientifiques sont assez précis. Eh bien, il s'est avéré que non. Dans les pays du Maghreb, par exemple, on trouve beaucoup de cas de consanguinité et pourtant sont rares les cas dont le degré est élevé. Mais dans l'éventualité où, où la consanguinité est ancrée chez certaines familles, hein, depuis des générations, il y aura bien des conséquences alarmantes. Je vise plus précisément un couple de frères et sœurs. Cousins et cousines, c'est moins grave. Bien qu'il peut y avoir des cas de consanguinité, peut-être pas direct, mais à la longue. Pour le premier couple, vous l'aurez compris, c'est une toute autre situation. Dès le moment où les enfants devront s'accoupler à leur tour, ayant en plus ce même patrimoine génétique, et donc sur la durée, ça va s'affirmer à travers les traits physiques. On fera un peu de maths dans la partie 3. Alors la consanguinité apporte des complications génétiques et des maladies qui peuvent être très graves. Souvent c'est suivi d'un handicap ou plusieurs handicaps, réduisant l'espérance de vie. On compte en plus de tout ça des complications, ou plutôt des troubles cognitifs. Alors après avoir discuté de tout ça, sincèrement, vous les imaginez comment ces premiers hommes. En ce qui concerne notre génération, les multiples diversités qu'on trouve au sein des différentes civilisations ont permis aux hommes de se mélanger. Dans notre siècle, les rencontres entre les différentes races ethniques, ou plutôt les rencontres interculturelles, ont apporté un genre de renouveau. Étant étranger culturellement, hein, je parle à titre personnel, on apprend sur le mode de vie d'une civilisation qui est étrangère est bénéfique pour accroître ses connaissances et développer de nouvelles idées. Et puis ça permet de tisser des liens durables. Dans certaines sociétés, on trouve des collectivités territoriales qui ont pour principe d'organiser des activités culturelles pour justement pousser les populations à se fréquenter mutuellement, dans un délire de tolérance bien sûr, et d'ouverture d'esprit. La solidarité, n'est-ce pas? Les grands événements sportifs rassemblent toutes les populations du monde dans un affrontement physique dont les règles du sport, tout en véhiculant des valeurs et d'universalité. Comme je l'ai dit dans le thème connaissance de vie, c'est un bon moyen d'amener un moment de joie, d'excitation, de divertissement, de distraction, et de partager un moment de famille ou accompagné d'entourage ou même d'inconnus qu'on a rencontrés autour d'un événement dont on éprouve de la passion ou du plaisir en commun. C'est ce qui maintient le calme dans notre société. Sans ça, nous serions bien plus fermés, froids, et sans arrêt à se plaindre de l'ennui. Ça serait bien si les États en conflit réglaient leurs problèmes autour d'un match de football. Vous imaginez un peu, ça serait vraiment formidable. Voilà. Ça serait incroyable, hein, et fantastique. Mais bon, la réalité est tout autre, malheureusement. Donc, chers amis compatriotes, ces échanges culturels participent encore une fois à notre évolution jusqu'à présent. Alors que chez les premiers hommes, non seulement en premier temps, ils suivaient le même mode de vie, hein, chasseurs-cueilleurs, mais en second temps, ils se sont séparés pour se faire du mal. Dommage qu'ils n'aient pas connu le football. Et puis en même temps, c'est peut-être bien parce que c'est vrai que pendant un match de football, se faire insulter de singes dans la préhistoire, hein, donc, le racisme dans la préhistoire, ça devait être quelque chose. Surtout si on les comparait justement à ces chimpanzés, alors qu'ils chassent, qu'ils cueillent, et tout ça. Donc, et qu'ils arrivent aussi à faire du feu, donc ça serait vraiment injuste. Bon, alors je vous donne RDV pour la prochaine publication, mes chers amis compatriotes. Allez, à plus tard. Peace and love.